présent. Ma dévotion, c'est un roman dans lequel vous racontez Hélène et Franck qui se croisent par hasard un jour à Londres alors qu'ils ne se sont pas vus depuis 23 ans. Ils sont donc âgés tous les deux et ont vécu ailleurs ensemble, parce qu'on voyage pas mal dans votre livre. La géographie et le temps sont importants, on y viendra tout à l'heure. Il y a notamment Rome, il y a notamment Amsterdam, il y a notamment aussi la Normandie. Hélène est la fille d'un ambassadeur et là elle revient vivre chez elle en Angleterre. On va parler de ça, on va parler de leurs arts, puisque elle, il y a l'écriture, lui, il y a la peinture. C'est une histoire d'amitié, d'amour et de séparation assez violente. Mais c'est d'abord des histoires de vie, puisque je l'ai dit, quand ils se rencontrent, ils sont âgés, et vous les racontez depuis leur jeunesse et leur rencontre jusqu'à un âge assez avancé. Comment vous est venue l'idée de vouloir raconter cette amplitude de vie? Au début, je voulais faire un livre sur la peinture, et après, ça s'est mêlé. Enfin, et après, ça a semblé une bonne idée de raconter la vie de ce peintre à travers sa meilleure amie. Parce qu'on dit souvent que les épouses ou les femmes de ménage voient la vérité des grands hommes, alors la meilleure amie semblait un bon mélange de tout ça. Et moi, je suis très curieuse de la vie des gens et j'ose jamais poser les questions que je veux poser parce qu'elles seraient vraiment impolies et voyeuristes. Mais je trouve ça intéressant quand on se retrouve à raconter notre propre vie à quelqu'un et qu'on essaie d'expliquer comment est-ce qu'on a rencontré telle ou telle personne, ou comment est-ce qu'on en est arrivé à faire tel ou tel boulot, ou comment est-ce qu'on s'est retrouvé à avoir telles habitudes dans une ville. On est toujours obligé de remonter et ça fait une sorte de longue chaîne d'événements. Et pour cette histoire-là, ça semblait intéressant de suivre l'intégralité de cette amitié pour voir comment est-ce qu'elle évolue. Parce que les rapports humains, ils sont beaucoup faits de rapports de force, au sens doux du terme. Mais il y a des questions d'équilibre qui se font. Et dans nos amitiés, on est parfois celui qui console, et puis ensuite on devient celui qui est consolé, parfois on est celui qui sait, et puis ensuite on est celui qui doit apprendre. Et ça nécessite beaucoup de souplesse. Et l'histoire de cette amitié entre Hélène et Franck, elle parle aussi d'un manque de souplesse de la part d'Hélène. Et donc je voulais montrer comment est-ce que, alors qu'ils ont l'impression d'être toujours les mêmes, en réalité ils ne cessent d'être différents. Et ça. C'est le temps plus que les époques qu'ils ont traversées qui vous a intéressé, parce que vous commencez en précisant les filles d'ambassadeurs. Son père a participé à la délégation aux côtés de Chamberlain, qui est pour les accords de Munich avec Hitler. Ensuite, on a l'impression que les époques comptent assez peu. C'est davantage le temps, la durée dans le temps qui vous intéressait, l'avancée en âge? En fait, je suis très mauvaise pour le contexte, ce qui est un de mes défauts et je dois lutter contre quand j'écris des livres. Et dans la première version de ce livre, il n'y avait aucune date. Et je trouvais ça super génial, j'ai l'impression de faire un truc super expérimental. Et donc, en fait, dans mon idée, l'histoire commençait en 2000 et elle se terminait en 2060. Mais il n'y avait pas de science-fiction, c'était juste, je trouvais ça trop bien, je pensais que j'avais inventé un truc. Et mon éditrice a téléphoné en disant ça va pas du tout, t'es complètement folle. Et le bouquin est illisible. Et donc il a fallu tout d'un coup que je remette du contexte historique, ce qui est hyper compliqué parce que tout d'un coup il faut poser une grille temporelle sur quelque chose qui n'a pas été conçu comme ça. Je devrais faire mon travail plus sérieusement dès le départ. Et donc j'ai été obligée de rajouter tout ça. Donc en soi la question historique par exemple elle ne m'intéresse pas beaucoup, et même si Franck est peintre, je le replace pas vraiment dans une histoire de la peinture. Et pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre votre éditrice? Parce qu'effectivement, si on ne savait pas que la fille était la fille d'un ambassadeur qui accompagnait Chamberlain, on dirait l'histoire exactement de la même manière. Je sais pas. C'était vraiment trop bizarre. Des fois, on fait des tentatives en littérature qui fonctionnent miraculeusement et des fois, elles ne fonctionnent pas du tout. Et là, c'était vraiment perturbant de lire un livre comme ça, je crois. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever à l'édifice, mais il faut les enlever une fois pour s'en rendre compte. En revanche, ce qui compte, c'est qu'elle soit la fille d'un ambassadeur, parce que les mots sont importants, ce qu'elle écrit, parce que c'est à la première personne qui est ce récit, ma dévotion, c'est ce qu'elle n'a pas su dire ou ce qu'elle n'a pas pu dire par le passé, au moment de la séparation, qui va évidemment être le grand angle mort de la rencontre, ce qu'il ne va pas falloir dire quelle en est la raison, mais ça d'avoir choisi un ambassadeur qui use des mots pour raconter, pour s'arranger parfois avec la réalité et le mensonge, ça en revanche, c'est pas accessoire. Mais il y avait aussi cette idée-là que on avance dans le monde en étant toujours l'enfant de nos parents, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas pareil d'être un enfant de comptable ou un enfant d'ambassadeur. Et Hélène, elle grandit dans un monde où son père est puissant, où sa mère est très belle, où elle est une déception pour les deux, où personne ne la protège. Et toute sa vie, elle sera cette fille-là. Elle sera cette fille à la fois fortunée, avantagée, cultivée, mais aussi cette personne qui pense que son désir n'a
pas droit de citer. Et ça, c'est une grosse différence entre elle et Hélène, parce que pour moi, c'est aussi un livre sur à quel point ils sont différents et à quel point leurs différences font des désaccords. Et aussi, c'est quelque chose sur la question des hommes et des femmes, évidemment. Ils sont tous les deux nés en 1938. Ça voulait évidemment pas dire la même chose pour un homme et pour une femme. Donc Hélène passe son temps à être dans cette dévotion qui est aussi structurelle. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a élevée. Et alors que Franck ne pense qu'à son bon plaisir, ce qui la rend folle, elle, parce qu'elle comprend pas qu'il ait cette liberté. Effectivement, on y viendra, c'est central dans votre roman. Mais vous dites effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui les séparent. En revanche, c'est une commune détestation qui les rapproche. Vous avez parlé de la famille dans laquelle elle est. Donc on rencontre le père qui est ambassadeur à Rome. Le père de Franck, lui, est un de ses conseillers. Et en fait, c'est tout de suite une histoire de haine dans laquelle on entre dans le roman. Les parents ne s'aiment pas entre eux, les deux pères s'humilient, les deux mères se détestent, et les enfants n'aiment pas leurs parents. C'est la haine, d'abord, avant tout, qui les rapproche plus que des questions plus positives. Ils se rapprochent d'abord parce qu'ils sont tout seuls. Pour moi, c'était ça qui était intéressant dans le fait. Deux enfants dans un monde d'adultes. Ouais, d'en faire des enfants d'ambassade. C'était que fatalement, ils allaient être isolés dans ce monde-là, qui est un monde très étrange, être tout le temps déracinés, ils ont très peu de liens. Et quand ils se rencontrent, ils ont 12 ans et ils pensent qu'ils sont pareils. Parce que quand on est enfant, on voit les choses de façon un peu plus simplifiée, des fois, j'ai l'impression. Et bon, moi, j'ai mis des années à utiliser certains mots pour décrire les émotions. Je ne savais pas parler des émotions avant très tard. Et donc, ils se rencontrent, et comme ils sont tous les deux mécontents d'être avec leurs parents, ils pensent qu'ils ont un point commun. Mais c'est pas un point commun, ça, du tout. Et toute leur amitié va commencer sur cette impression d'être des jumeaux, en quelque sorte, d'être très très proches. Et ils vont pas vraiment examiner leur nature profonde. Et donc, ils vont se retrouver, mais ça arrive dans les histoires d'amour aussi, ils vont se retrouver très très liés, alors qu'en réalité, ils auraient jamais dû se lier, probablement, ils sont incompatibles. Oui, ils sont liés notamment parce que fait Hélène. Hélène a envie de se émanciper de ses parents. Coup de chance, dans la famille, il y a un appartement à Amsterdam. Elle y va, elle y embarque presque malgré lui Franck. C'est finalement elle peut-être qui tord la relation, en tous les cas, qui ne prend pas en compte l'entièreté de la relation dès le départ. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes pour savoir que ça va pas marcher. Et elle a besoin d'avoir un garçon pour pouvoir quitter sa famille. C'est là où l'époque reste importante. On va pas la laisser s'installer toute seule à Amsterdam. Mais... je sais pas. Là, il y a la question quand même, c'est elle qui, dès le départ, en fait, entraîne cette histoire et la moteur de cette histoire. Oui, elle est beaucoup plus désireuse d'avoir Franck au départ. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a, puisque c'est elle qui raconte l'histoire. C'est fait exprès que ce soit Hélène qui parle tout du long, et elle donne sa version de l'histoire. Peut-être que Franck, lui, considère que ça aurait pu mieux se passer si seulement elle lui avait parlé. Mais Hélène, elle a une grande capacité à faire les choses. Et ça peut aussi être une incapacité. Faire, toujours faire, ou trop faire, c'est aux dépens d'autre chose en général. Et faire tout, parce que vous dites dès le départ, quand ils sont à Amsterdam, les questions de la vie pratique, c'est elle qui s'en charge entièrement. Franck, finalement, on ne sait pas trop qui il est au début de votre roman. Non, c'est assez flou. Elle le sait, mais elle en parle très peu. Et ça montre aussi son grand égocentrisme à elle. Parce qu'elle prétend lui raconter leur vie à tous les deux. Elle le croit sur ce trottoir. Elle lui dit, je vais te raconter toute notre vie ensemble, parce que moi aussi, je dois entendre. Comme si elle avait besoin de remarcher dans ses propres pas pour comprendre tout ce qu'elle a donné. Elle se présente quand même plutôt comme une victime. Mais en fait, elle n'en parle jamais. Et ça dénote son manque d'attention à ce qui se passe autour d'elle. Elle est très refermée sur elle-même. Malgré cette grande apparente générosité, en fait, elle donne très peu. Parce qu'elle a voulu privatiser ou s'approprier totalement ce personnage de Franck. Vous racontez à Amsterdam, enfin l'impression dont vous les racontez à Amsterdam, c'est qu'elle occupe pleinement l'appartement, c'est vraiment la femme de l'intérieur, tandis que Franck est l'homme de l'extérieur, notamment pour aller chercher sa peinture. C'est-à-dire que ce lieu d'ancrage, c'est le sien, il doit forcément correspondre à ce que Hélène souhaite. C'est son appartement. Et puis c'est très traditionnel, les femmes à l'intérieur et les hommes dehors. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça dure depuis quelques siècles quand même. On a prouvé que si les femmes avaient tendance à être moins bonnes en orientation que les hommes, on dit toujours « Ah, elles ne savent pas lire des cartes », c'est parce qu'on fait jouer les petites filles à l'intérieur que personne n'a jamais développé des capacités à se repérer dans l'espace si on joue dans une seule pièce. Donc ça c'est... Pour moi, le comportement d'Hélène dans ce livre, il n'est pas féministe, mais moi en écrivant ce livre, je fais quelque chose de féministe. De montrer le poids de cette dévotion et l'erreur qu'elle fait de penser qu'elle doit servir comme ça tout le temps. Elle considère toujours, oui c'est ça, que peu importe ce qu'elle veut, elle doit d'abord faire ce qui est possible et ce qui est nécessaire.
c'est une très mauvaise position. Oui, et puis il n'y a pas intérêt à ce que Franck aille sur son terrain, et là c'est peut-être le moment de parler de la littérature, puisqu'elle est une femme qui écrit et lui un homme qui peint. Au début, c'est pas trop d'ailleurs ce qu'il veut faire, il veut être artiste sans savoir forcément par quelle activité y parvenir, et quand elle écrit, lui commence à écrire aussi des mots, et là c'est peut-être le début de leur guerre, le début de leur querelle, la méfiance qui commence à s'installer quand elle voit que lui veut aller sur son terrain sans lui dire ce qu'il écrit. Hélène, elle est dans le contrôle. La raison pour laquelle son histoire d'amour, si on veut, fonctionne pas, c'est parce qu'elle est jamais prête à être vulnérable. On ne peut pas avoir d'histoire d'amour sans être vulnérable. Et donc elle est critique, c'est ça son métier, elle est critique, elle est éditrice, et c'est son précaré. Et c'est sa force aussi. Elle est celle qui travaille beaucoup, elle est la laborieuse, elle est la sérieuse. Donc c'est ça sa force sur Franck. Au fond, elle est sans doute jalouse de sa facilité à vivre et de son charisme. Mais elle se console en se disant que son domaine à elle, c'est ce domaine des idées et de la rigueur intellectuelle. Et quand tout d'un coup, il prétend qu'il va écrire un livre, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il ne sait pas quoi faire, elle le vit, je trouve, assez légitimement comme une attaque. Elle veut que les choses soient clairement séparées, elle veut comprendre ce qui se passe, elle veut décider, elle veut contrôler. Et il y a quelque chose de très agressif dans le fait qu'il décide de se mettre à écrire. Oui, parce que lui, il ne se rebelle pas en partie contre ça. D'abord par l'écriture, puis ensuite quand il a décidé qu'il ferait de la peinture, c'est-à-dire qu'elle veut tout contrôler, tout voir, et lui refuse assez longuement de lui montrer d'abord ce qu'il écrit, et ensuite ce qui... Enfin, alors certes, il dit c'est parce que... Elle pense que c'est parce qu'il ne se pensait pas, lui, à la hauteur des attentes d'Hélène. On a l'impression aussi que c'est une manière de se rebeller en disant ça m'appartient. Moi, je crois qu'il admire chez elle sa rigueur, justement, mais qu'il la craint aussi un peu. Elle est d'une grande exigence. Être une grande exigence envers soi-même, c'est pas mal, mais on ne peut pas appliquer la même exigence aux autres. Du tout. Pourquoi vous avez choisi, pour l'une, de faire un écrivain et pour l'autre, de faire un peintre? Ce sont deux arts qui n'entretiennent pas les mêmes rapports au corps, le rapport aux autres et le rapport au monde. Pour moi, elle, c'est pas tout à fait un écrivain, parce que, enfin, pas au sens français du terme. Non, elle écrit, ouais, et on sait assez peu finalement ce qu'elle écrit. Il y a une fois sur le poète Thomas Hardy, mais on sait assez peu finalement quel est le sujet de ses livres. C'est une universitaire. Donc elle a des diplômes d'université, et elle fait de l'écriture, mais un peu dans l'ombre. Elle écrit des ouvrages critiques, des essais, des études. C'est la version moins créative du côté écrivain. Moi, je savais que je voulais faire un livre sur un peintre. Et ensuite, elle, il fallait trouver ce qu'elle allait faire. Et des fois, je me dis que mes livres sont trop remplis d'artistes et d'écrivains et qu'il serait temps que je varie un peu. Mais en même temps, pour ce livre-là, en tout cas, c'était évident que c'était ça qu'elle allait faire. Elle aimait trop les livres et puis c'était quelque chose qui était adapté à son comportement. Donc, j'allais pas tout d'un coup inventer qu'elle était charcutière. C'était sûr que cette fille-là, elle faisait de la critique littéraire. Vous n'avez pas répondu entièrement à la question qui était... Vous avez répondu sur pourquoi elle l'écriture, mais pas vraiment pourquoi lui la peinture, alors que depuis le début de la rencontre, vous nous dites que c'était une des premières idées de faire un livre sur la peinture. Parce que j'adore les peintres. Moi, j'y connais rien du tout en peinture. Enfin, franchement, pas grand-chose. Je pratique pas. Mais la vie des peintres, je trouve que c'est le meilleur roman qui existe. Les bouquins, les journaux d'Andy Warhol, c'est extraordinaire. C'est de la très bonne littérature. Salvador Dali, il y a des livres sur Lucien Freud, il y a les livres d'interviews de Francis Bacon, il y a des livres de notes de Willem de Kooning, même les lettres de Van Gogh, il y a des... C'est trop intéressant ce qu'ils racontent les peintres. Et moi, je suis très jalouse des peintres, parce que comme vous le dites, c'est un art qui se pratique de façon très différente physiquement. Et j'ai des copains peintres, et je trouve toujours ça merveilleux, leur réalité quotidienne. La mienne est merveilleuse de beaucoup de façons, mais elle est très terne dans l'action. Écrire, c'est quand même pas un acte très épanouissant physiquement. Et donc je voulais faire un grand roman sur un peintre. Mais au début, je voulais faire un livre comme qui contienne en lui-même tous les livres merveilleux écrits par des peintres que j'avais lus. Et puis ça s'est révélé un projet assez vain, ça allait pas fonctionner. Ces livres-là existent et ils sont parfaits, alors pourquoi faire un copycat? Et du coup, c'est devenu cette idée de faire la vie d'un peintre racontée par sa meilleure copine. Le fait que vous n'y connaissiez rien à la peinture, hormis vos lectures, c'est l'une des raisons qui vous ont fait choisir de faire parler Hélène dans ce livre comme ça. Ça vous permettait aussi, peut-être que c'est une coïncidence, hein, mais ça vous permettait aussi de ne pas trop rentrer dans sa pratique à lui, dans sa manière de faire la peinture. En fait, j'ai lu plein de livres, et quand on lit des livres, après on peut écrire sur n'importe quoi, mais ça semblait juste pas intéressant de le faire.
Je veux dire, j'ai compulsé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations sur la peinture. Je pourrais écrire un livre sur la peinture, mais ça semblait pas intéressant à faire du tout. De décrire ça, j'avais déjà essayé de faire ça dans un autre livre, toutes les techniques de peinture, à l'œuf, le sfumato, toutes ces choses-là. Je sais comment ça marche, mais je trouve que c'est quelque chose qui se fait un peu trop de nos jours, des livres très techniques sur des sujets très précis. Et je trouve que c'est très facile à faire, et alors c'est pas très amusant à faire. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le mouvement de l'histoire, la dynamique de l'histoire. Ce qui m'intéressait là, c'était l'aspect psychologique. Moi, j'ai pas de psychologie pendant longtemps, j'ai rien compris à ce qui se passait autour de moi, et ça fait que quelques années que je commence à un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'était amusant, pour moi en tout cas, de faire un livre qui était comme un voyage immobile, c'est-à-dire que quand le livre commence, tout est déjà arrivé, et on écoute le récit de ce qui s'est passé. Pour moi, il y avait quelque chose de la tragédie antique aussi là-dedans. Cette femme debout sur un trottoir qui est la récitante d'une histoire, et tout le côté de la mauvaise foi aussi dans ce qu'elle raconte, mais qui est le côté humain, parce qu'aucun de nous ne peut jamais dire la vérité. Dès le moment où on commence à essayer de raconter quelque chose, on opère un choix dans le vocabulaire qu'on utilise. Et donc fatalement, dès qu'on commence à parler, on interprète. Et ça m'intéressait, cette chose-là, et les vagues psychologiques entre eux. Parce que ce dont on ne parle pas là pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on les suit pendant toute cette amitié, où Hélène s'interroge, mais cette amitié, elle va avoir une conséquence. Et moi, je voulais montrer comment tout s'est enclenché de façon très innocente, en apparence, mais en fait, tout ça avait une conséquence. On ne peut pas impunément ne pas dire ce qu'on ressent pendant des années. Ça ne marche pas bien. Oui, alors pourtant elle l'a subi, elle l'a vécu, parce que la peinture, tout de suite, Franck va connaître le succès auprès des amateurs de peinture et auprès des filles aussi. Et Hélène va voir finalement son Franck partagé entre plusieurs femmes et puis elle. Dans votre livre, en tous les cas, c'est très présent, ça, ce qu'elle ressent, ce qu'elle subit de là. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été jusqu'à lui dire? Parce qu'elle s'est contentée, je me permets de vous couper, mais à un moment, Franck, il vit quand même chez deux femmes dans deux appartements, dont l'appartement d'Hélène. On a l'impression qu'elle se contente de partager une partie de Franck pour pas qu'il lui échappe totalement. C'est exactement ça. Mais ça coûte beaucoup de prononcer une phrase comme « je voudrais que tu m'aimes autant que je t'aime ». Le genre de phrase qu'on n'a pas très envie de dire parce que c'est très humiliant. Donc elle est incapable de dire ce qu'elle voudrait avoir. Et puis il y a cette espèce de grande servitude. J'étais devenue ta servante, et comme toutes les servantes, j'ai fini par considérer que mon maître m'appartenait. Il y a un gros sujet autour de la dette. En fait, les êtres humains, on peut les diviser en deux catégories, notamment c'est ceux qui considèrent que la dette existe, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour eux, ils sont redevables au moins un peu et vice-versa. Et il y a des gens qui considèrent que ça n'existe pas du tout, qu'on donne les choses et qu'on n'aura jamais à payer. Les deux positions sont très intéressantes. Mais deux personnes des deux équipes ont du mal à cohabiter. Donc Hélène, elle donne beaucoup à Franck, mais elle lui donne aussi pour le posséder petit à petit, comme si elle l'achetait. Et Franck, lui, il considère que la dette, elle n'existe pas. Donc il n'a aucune idée de combien il s'est engagé dans cette histoire. Il ne sait pas qu'il est en train de se faire acheter. Et donc Hélène, à chaque fois qu'elle accepte une nouvelle humiliation, elle le possède davantage. Enfin, raconté comme ça, on dirait que c'est hyper pervers comme bouquin, alors que c'est juste des relations très normales. Je veux dire, ça peut être du pur voisinage, hein, c'est exactement le même principe. Mais... Enfin, sauf que quand même, elle devient Franck devient l'obsession d'Hélène, c'est-à-dire qu'elle se rend compte, par la discussion qu'elle a sur le trottoir à Londres, qu'il a occupé complètement toute sa vie, que même son mariage était par rapport à Franck, et même que si c'est le livre, il n'y en avait aucun qui était consacré à Franck, c'était présent dans tous les livres. Mais c'est pas très grave. C'est bien d'avoir des obsessions, et une obsession pour un être humain, c'est peut-être la moins pire qu'on puisse avoir. Non, c'est pas mal, ça a été la grande passion de sa vie, mais... Je sais pas, je trouve ça intéressant de penser que quelqu'un puisse être notre grande passion en termes d'intérêt, parce que c'est pas tellement qu'elle en est amoureuse, c'est qu'elle a envie d'être toujours à côté, elle a envie de savoir, elle a envie de le suivre, elle a envie de le protéger, il y a quelque chose de très maternel là-dedans. Et ça aurait été la grande affaire de sa vie, cet homme-là, pour des raisons très enfantines en réalité, pour une grande loyauté qu'elle n'arrive jamais à rompre. Je trouve que c'est un constat certainement pas désespérant.
Je l'ai pas vu tout à fait comme ça. J'ai eu l'impression quand même que l'obsession, c'était quand même, ça l'a miné, ça l'a rongé quand elle choisit de suivre Gunther aux États-Unis qui deviendra son mari. Elle le fait parce qu'il est le miroir inversé de ce qu'est Frank. Elle aurait essayé de vivre autre chose et ça n'a pas fonctionné. Oui, mais parce qu'elle a essayé de vivre avec quelqu'un qui était exactement comme elle. C'est très ennuyeux. C'est ça. Et il se retrouve donc ensuite en Normandie dans le Perche avec le dernier voyage qu'on va raconter parce qu'évidemment il ne faut pas trop déflorer non plus la suite du roman. Et là, est-ce que les positions, vous êtes amusé à renverser les positions? C'est-à-dire qu'Amsterdam, c'est le domaine d'Hélène, ça lui appartient, donc Franck lui appartient. La maison Normandie, c'est l'inverse, c'est le domaine de Franck. Oui, quand ils arrivent en Normandie, c'est la deuxième période de leur vie où ils vont vivre ensemble. Elle est comme invitée dans la maison de Franck. Elle s'est un peu invitée, elle est là pour l'aider, parce qu'il ne s'en sortirait pas tout seul. Mais surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils ont vieilli. Et donc Franck, il est plus cette espèce de trentenaire très énergique, et il est devenu un homme âgé, un peu trop âgé pour ses addictions, un peu trop âgé pour sa passion pour les filles aussi. Ça commence à être un peu bizarre tout ça. Et puis, il est très négligent, il a quand même passé tout ce temps en garçon célibataire, donc il est un peu plein de mauvaises habitudes, alors qu'elle est toujours très rigoureuse. Mais elle entre aussi dans une partie vieillissante de sa vie où ça devient de plus en plus compliqué de ne pas être l'épouse ou la mère de quelqu'un. Elle fait face à la ménopause, enfin, les choses deviennent un peu plus compliquées entre eux. Sans que ni l'un ni l'autre ne veuille la résoudre totalement? Oui. Ben, ils ont l'habitude d'être ensemble, ils le sont. Franck parce que c'est confortable, Hélène parce qu'elle adore vivre avec lui et qu'elle a du mal à avoir une autre idée de ce qu'elle pourrait faire de sa vie. Ouais. Ouais, sauf qu'ils sont interrogés sur leur relation par les gens du village qui l'appellent, elle, du nom de famille de Franck, ce qu'elle n'est pas, qu'il y a un tiers qui rentre dans leur vie qui n'est pas d'Hélène. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué, mais c'est aussi que la situation se corse petit à petit. Ils habitent dans un tout petit village du Perche, donc c'est Hélène qui s'occupe de toutes les démarches, le marché, les trucs comme ça, donc forcément les gens pensent qu'elle est l'épouse de Franck. Et elle adore ça, donc elle ne les détrompe pas du tout. Après tout, pourquoi pas? Et quand lui, il se rend compte que les gens pensent que c'est son épouse, il est mort de rire. Et ce rire, il va beaucoup blesser Hélène, parce qu'elle voudrait qu'il dise quelque chose de plus doux, sûrement. Parce que ça marque l'impossibilité de ce qu'elle attend de son rêve. Oui, il trouve ça extrêmement drôle que les gens puissent penser qu'elle est sa femme. Alors qu'en fait, c'est extrêmement pas drôle, ça semble logique, elle est sa femme d'une certaine façon. Et Franck, il va avoir en quelque sorte sa dernière aventure pendant qu'ils sont là-bas. Et ça va être très compliqué pour Hélène, parce que Hélène, elle croit qu'elle est la justice. Elle croit que c'est elle qui décide de l'équilibre des choses. Ce qui est aussi une position assez répandue. Et donc, elle a supporté dans le passé que Franck ait des aventures avec des femmes si elle pensait qu'elles lui étaient utiles, ou si elle pensait que c'était passager, ou si elle pensait que ces femmes étaient plus jolies qu'elle. Mais là, Franck, il va avoir une relation avec une plouque de la campagne que Hélène ne trouve même pas très jolie, et ça va tout déséquilibrer pour elle. Elle ne peut pas accepter ça. Elle ne peut pas accepter qu'elle est là avec ses diplômes et sa bonne conduite et son intelligence et son efficacité, et qu'il jette son dévolu sur cette bonne à rien qui traîne là. C'est insupportable pour lui. Et évidemment, Franck vit une grande passion physique avec cette femme, donc c'est extrêmement difficile pour Hélène de vivre dans une maison où l'homme qu'elle aime fait l'amour avec une jeune idiote. C'est complètement insupportable. Surtout dans cette maison, là, on est en Normandie, on est dans la forêt, on est dans le Perche. C'est pas Amsterdam, c'est pas Rome, c'est pas les États-Unis avec les grandes villes dans lesquelles on peut s'évader. C'est-à-dire que vous jouez aussi sur la question de ce nouveau paysage, de ce nouvel environnement, de la manière dont ils sont isolés ensemble. C'était la première fois que je mettais la France dans un bouquin. Et le Perche, c'est vraiment un endroit incroyable, je trouve. Et l'idée qu'il soit dans la campagne comme ça, et la brume, et le côté... On ne peut pas s'évader comme dans une grande ville, mais on peut faire des conneries sans être pris. C'est ça qui est bien à la campagne. Et les autres villes, comment vous les avez choisies? Parce qu'à chaque fois, c'est un peu une ville, une manière dont ils sont liés ou déliés ensemble, et une époque de leur vie et de leur âge. Donc il y a Londres, il y a Rome, il y a Amsterdam, la Normandie et Boston, où elle a suivi son fiancé. Comment vous avez choisi la Normandie? Vous venez de dire un petit mot, mais les autres, ce sont des très grandes villes. D'habitude, je prends des villes que je connais. Parce que c'est quand même... Si on doit faire se dérouler l'action dedans pendant un certain temps, il faut quand même connaître un peu l'endroit, sinon ça ne marche pas. Donc Rome, c'est un endroit où j'ai vécu, et puis ça semblait une bonne idée, parce que Rome, ça nous évoque quelque chose
de la décadence un peu. Ça allait bien Rome avec l'idée d'une ambassade où il se passe toutes sortes de choses. Ça semblait pas mal. Et en même temps, Rome, c'est le Vatican, c'est cette rigueur religieuse et ça semblait intéressant de faire que ça se passe là. Et Amsterdam, c'était une bonne ville pour la peinture. Au début, j'avais mis Berlin. On ne peut plus mettre Berlin dans un roman, maintenant tout le monde l'a trop fait. Donc dès qu'on met Berlin, le livre, on ne peut plus le lire. Et Boston, c'est parce que c'est la capitale de la presse historiquement. Donc puisqu'elle est dans l'édition, ça semblait logique qu'elle aille là-bas. Mais par contre, Boston, j'y ai jamais mis les pieds. Donc j'ai fait des heures et des heures de recherche et du coup, mon Boston a l'air vrai. Parce que c'est vraiment important que lui ait l'air vrai ou que les autres villes soient rattachées à ce que vous dites. Parce qu'il y a assez peu de descriptions finalement des villes. C'est plutôt une ambiance, une atmosphère. On aurait pu aussi bien être dans une ville fictive que dans des villes que vous avez fréquentées. Ouais, mais c'était pas un livre qui pouvait se passer dans des endroits fictifs. Comme l'époque alors, comme les époques. Enfin, oui, comme ce qu'on oui. disait tout à l'heure au tout début. Il faut en mettre un petit peu. Au final, c'est un livre qui se passe sur une grande partie de temps. Donc c'est important qu'on comprenne où et comment ça se passe, on ne peut pas séparer le truc de son contexte. Mais j'ai un problème avec la géographie dans les livres et je pense que c'est dû à la génération Erasmus. J'ai déménagé tout le temps de pays en pays sans jamais me poser la question. Tous les gens que je connais ont fait pareil. Et dans mes livres, les personnages passent leur temps à changer de pays en pays. C'est une affliction assez embarrassante. Il faut que je fixe les choses maintenant. En même temps, ça prouve que, enfin, ça fait en sorte que du coup, leurs seules attaches, c'est l'autre. C'est plus la ville, c'est plus la famille, c'est le seul qui reste finalement. C'est la permanence. Pour Franck, c'est Hélène et pour Hélène, c'est Franck. Oui, mais du coup, ça a l'air de confondre les gens quand ils le lisent et les articles. Les gens résument le livre par période au lieu de faire une synthèse de ce qui s'y passe. C'est comme si personne ne comprenait ce qui se passe dans ce livre. Peut-être moi non plus. Et du coup, ils disaient alors à Rome, ils font ça, à Amsterdam, ils font ça, à Boston, ils font ça. Et j'ai l'impression que j'ai mis une grosse table des matières et que personne ne la dépasse. C'est un peu stupide. Et puis je voudrais qu'on termine parce que voilà, vous avez un train après, mais qu'on prenne le temps aussi que vous nous racontiez comment vous avez choisi le style pour écrire le livre. Il y a toute l'atmosphère que vous avez décrite par le choix du temps et des lieux, mais ce sont des chapitres extrêmement courts. C'est un peu comme des instantanés aussi, même si les phrases à l'intérieur, alors là, elles sont vraiment de toutes les tailles. Des phrases extrêmement courtes aux phrases extrêmement longues, mais cette brièveté des chapitres, c'était pour quelle raison? Pour rythmer le passage du temps? Oui, le truc c'est que c'est le plus gros livre que j'ai publié pour l'instant et je voulais faire un vraiment très très gros livre. Le plus gros que j'avais fait avant, il faisait 200 pages, donc je voulais faire un livre de 500 pages. Mais après j'étais enceinte, donc c'était un peu compliqué de faire un vraiment gros livre en étant enceinte et ensuite de le finir avec le bébé. Et ça, j'ai fini de l'écrire pendant les 4 premiers mois de mon bébé, c'était un cauchemar. Et donc finalement c'était un peu plus petit que prévu et je voulais faire un gros roman classique. Je voulais faire un Thomas Hardy. Mais le problème c'est que j'écris trop dense. J'essaye de jamais mettre de gras dans mes livres et du coup c'est un peu trop dense. Donc si je fais des chapitres de 10 pages, ça donne mal au crâne à tout le monde. Donc j'ai essayé de faire des chapitres très longs, de faire des parties, de même pas faire de chapitres, de faire des choses en grand comme ça. Mais je peux pas faire ça avec ma façon d'écrire, c'est trop chiant. Donc je suis revenue à ma technique habituelle qui est de faire des chapitres très courts, qui sont un peu comme des unités. Ça allait bien aussi l'idée que, comme elle se souvient, c'est comme des diapos. Et puis le truc, c'est aussi que quand on fait des chapitres trop longs, on sait bien ce qui se passe. Le lecteur, il saute des phrases. Moi, la première. Sauf que moi, je me casse le cul à écrire des phrases le mieux possible. C'est pas pour qu'on les lise pas toutes. Alors que quand je fais des petits chapitres, ben, ça me permet de mettre exactement là où je sais que le lecteur ne sautera pas la phrase, mes phrases les mieux. Il n'y a pas Kélek qui veut contrôler Franck, il y a aussi vous qui voulez contrôler vos lecteurs. Ah, mais on n'est pas là pour faire mon procès. Non, mais attention, parce que dit comme ça a l'air complètement taré, mais c'est une responsabilité de l'écrivain. Le découpage du texte, c'est énormément de travail. Moi, ce livre-là, je l'ai reconstruit, déconstruit, reconstruit, reconstruit. J'ai mis tous les chapitres dans le bon ordre, ensuite je les ai retriés dans un autre ordre. J'ai tout passé au présent, puis tout au passé simple. C'est très très important ces choix qu'on fait là. Et pour le lecteur, ça a beaucoup d'influence sur son expérience de lecture. Et je ne prononce pas le mot comme un argument marketing. Moi, je suis d'abord une hyper grosse lectrice et je veux que les livres soient bien présentés et que ce soit intelligemment pensé. Et j'essaye de le faire. Je voudrais juste qu'on termine, vous avez cité Thomas Hardy, vous voulez faire un livre à la Thomas Hardy. C'est l'un des rares qui soit cité dans votre livre. Hein. On sait que Hélène a écrit dessus, il y en a une autre, c'est l'amitié entre Dickens
et puis Andersen. Pourquoi Thomas Hardy, et peut-être comme tout le monde ne le connaît pas, peut-être dire un petit mot pour le présenter en disant pourquoi est-ce qu'il vous intéresse autant, pour qu'à la fois il soit un modèle pour ce livre et qu'à la fois il soit présent dans le livre. Thomas Hardy, c'est cet écrivain anglais, j'ai envie de dire du 19e, mais je suis vraiment pas bonne en date, qui a écrit Tess d'Urberville et Dieu de l'Obscur, et qui a écrit ce livre Loin de la foule déchaînée, dont on a fait un super film il y a genre 2-3 ans, je pense. Thomas Hardy, il est assez oublié maintenant, je sais pas pourquoi. Moi, je suis tombée dessus parce que j'avais lu dans les lettres de Scott Fitzgerald qu'il disait « Les milliardaires de mes histoires ne sont pas si différents des paysans de Thomas Hardy ». Et c'était curieux, alors je suis allée lire Thomas Hardy. J'ai lu les classiques, et puis ensuite j'ai lu quasiment tout. Et c'est extraordinaire. C'est hyper bien écrit, les dialogues sont des chefs-d'œuvre, je sais pas comment il fait ça. On dirait toujours que ça commence comme une blague, et que la conversation qui va avoir lieu n'est pas importante. Et en fait, tout d'un coup, ça se précise, et personne ne sait faire ça. Moi, je suis fascinée par les très bons écrivains qui n'ont pas eu d'héritier direct. Parce que Hemingway, ça a lancé des modes, mais c'est parce que c'est trop facile d'écrire comme Hemingway. Évidemment qu'il a des descendants. Le premier couillon venu arrive à le faire, une fois que Hemingway a montré comment faire. Mais Faulkner, par exemple, il n'a pas d'héritier, parce que faire du Faulkner, c'est hyper difficile. C'est infaisable, même de le lire déjà, c'est difficile. Alors reproduire ça, c'est pas possible, et le dépasser, n'en parlons pas. Joyce, on peut continuer Joyce, pas Faulkner. Et Thomas Hardy, avec les dialogues, il a une facilité, mais c'est fascinant, et les histoires qu'il raconte, elles sont à briser le cœur. Je trouve que c'est un très très grand écrivain. Et quand je pense à ce que c'est qu'un roman, parce qu'un roman maintenant c'est plein de choses. Le jour je disais à mon agent immobilier que j'écrivais des romans et elle me dit « Ah, vous écrivez des livres, vous parlez de votre vie ?» Et je dis « Mais c'est exactement le contraire, les romans, c'est censé être des œuvres d'imagination quand même. » Et on sait plus ce que c'est qu'un roman maintenant. Moi je suis une fervente défenseuse du roman à l'ancienne. Et Thomas Hardy, c'est Dieu pour moi. Eh bien, vous allez pouvoir profiter donc de la présence de Julia Carninan pour faire dédicacer vos livres, Ma Dévotion, et les autres qui sont ici présents. Merci beaucoup, Julia, et merci à vous. Merci.